Ok, bonsoir. Nous avons aujourd'hui avec nous Gorka, Bonjour. bonjour, Sadowski, que j'ai re-rencontré au DBF, Oui, une deuxième fois, n'est-ce pas? c'est tout à fait ça, oui. Ok. Et donc c'était, tu as dit, il y a 10 ans qu'on s'était rencontrés? On s'est rencontrés il y a 15 ans, une quinzaine d'années, parce d'accord. qu'à l'époque j'habitais ici, j'habitais à Sunnyvale, Ouais. et on avait fait la connaissance Au toujours aux DBF. soirées DBF, il y a une C'est quinzaine vrai que d'années. DBF a 19 ans maintenant. Et ben voilà, en fait, je suis pas allé à la première des DBF, mais j'y suis allé dans les Dans les premiers. premières années. Ouais, Et l'année prochaine, on va fêter 20 ans. Donc, et ben très bien. ça passe vite, hein? Et ben l'âge de Ça veut raison dire qu'on peut-être. vieillit, on a vieilli. Non, Enfin, moi, j'ai des cheveux blancs. Quand tu m'as rencontré, j'avais pas de cheveux blancs. je crois pas qu'on vieillit, je crois qu'on On mûrit. on témoigne d'un certain chemin de vie qui est toujours intéressant pour tout le monde. Mais ce qui est drôle, c'est que tu m'as reconnu malgré que j'ai des cheveux blancs. Je t'ai reconnu tout de suite en fait, et à peine je t'ai vu, j'avais des souvenirs déjà de toi qui était dans ces soirées, Et je demandais aux gens de passer. et tu donnais déjà des business cards et Tout le je monde a ma souvenais, carte. et c'est très très intéressant parce qu'en fait ça m'a fait un espèce de déjà vu Ah bon? et Parce que je continue à faire la même chose? non, j'ai trouvé ça vachement bien, vachement bien. Ouais, ouais, parce que Parce que c'est le show à 26 ans presque. ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est même au bout de 20 ans, la même fraîcheur, la même spontanéité, la même fraîcheur. Et De vouloir inviter tout le monde. ouais, j'avais l'impression que c'était la première fois que tu faisais ça et que j'étais spécial, alors que je sais très bien que ça fait 20 ans que J'invite tu tout le fais monde. ça. D'accord. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Je suis très contente que tu te souviennes de moi. Alors, tu me dis que tu reviens aux États-Unis. Où Ouais. tu étais avant? Alors, j'ai un parcours de vie assez atypique, mais je pense que comme tout le monde, je suis né au Pays Basque espagnol. Ah, d'accord. J'ai grandi en France où j'ai fait mes études, mon bac, une maîtrise d'informatique à l'université de Pau. Oui. À la suite de quoi, je suis venu faire un doctorat, un PhD à l'université de Miami. Et au bout de quelques années, ça marchait très bien et je suis resté parce que ça me plaisait beaucoup et le monde du travail notamment m'attirait énormément. Et Miami, il y a une Silicon Valley à Miami? Il n'y a pas de Silicon Valley à Miami. Par contre, il y avait une université qui avait Informatique. un Hein. programme d'échange avec l'université de Pau. Alors, Mhm. pour la petite histoire, si on a 2 minutes, c'est que le responsable du programme d'échange international à l'université de Miami est Ouais. tombé complètement amoureux de la ville de Pau, qui est C'est une très vrai? très belle ville, C'est vrai? la cité d'Henri IV, donc avec au pied des Pyrénées, les remparts, et il s'est dit, ah, comment je peux faire pour revenir ici de manière régulière et avoir Et une il a excuse eu de... l'idée. Et il a eu l'idée de faire le partenariat entre l'université de Miami, qui est quand même une énorme fac américaine, Ouais. et l'université de Pau, où ben, on n'était quand même pas beaucoup. Et C'est donc extraordinaire ça. j'ai Il y eu a plein beaucoup, de beaucoup de Français chance. en Floride maintenant. Il y a plein de Français en Floride, et ben, donc ça a été très très intéressant. Ça a été ma première découverte des États-Unis, de la vie américaine et surtout du monde du travail. Alors, Miami est un petit peu à part dans ça. Ouais. Et j'ai rapidement, enfin au bout de quelques années, j'ai commencé à faire du consulting et j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis. Dans Et l'informatique? toujours dans l'informatique, donc avec des clients un petit peu partout aux États-Unis, à New York, à Washington, sur la côte ouest, etc. Et en fait, petit à petit, bah, je suis tombé un petit peu amoureux du pays. Ah, d'accord. Donc voilà, après, au bout de 15 ans, donc après Miami, je suis venu à San Francisco, puis à Sunnyvale, au cœur de la Silicon Valley. Et il Et y avait beaucoup d'opportunités à ce moment-là? il y avait beaucoup d'opportunités parce que c'était un peu c'était Internet qui décollait. Donc les gens ne savaient pas trop comment faire et ça partait un petit peu dans tous les sens avec des opportunités énormes. Ça me faisait penser un peu à la conquête de l'Ouest avec cette La espèce ruée vers l'or? la ruée vers l'or, le no limit, etc. Mhm. Et c'était quand même, c'était une époque, et c'était une époque de création de richesse qui était absolument phénoménale. Ça se développait vite. Et ça se développait très très vite. Et c'était, pour moi qui suis aussi quelque part à la base technologiste et qui adore la technologie, j'étais Entouré. j'étais oui comme un gamin dans un magasin de jouets. C'était formidable, formidable. Et ton PhD, c'était 3 ans, n'est-ce pas? Alors le PhD c'était un petit peu plus que ça. Il y a deux prérequis. Il y a un certain nombre de cours à prendre et ensuite il y a une dissertation qui doit être novatrice, que personne n'a fait, etc., etc. Une Donc idée. tout un tas voilà. Et moi c'était sur la sécurité des réseaux.
Et, Ah, ça a du succès. alors, ça a eu beaucoup de succès. En fait, je continue à surfer presque 20 ans après, toujours cette même vague, puisque je Ouais, continue dans la sécurité. ouais. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait un pari qui a beaucoup payé. Un pari de quoi? Un pari sur l'avenir parce que Ah oui, tout d'un coup, tout le monde voulait la tout le monde voulait, sécurité. voilà, c'est devenu un gros 20 ans plus problème. tard, c'est Et ça? en fait, c'est un problème qui a commencé rapidement après et qui continue aujourd'hui et qui va certainement continuer ces prochaines années. Donc je continue à surfer cette même vague Ah oui, je ne sais pas si tu as entendu parler de Validity. Ils font la sécurité avec le Ah oui, thumb, d'accord, ouais, pour ouvrir ton ordinateur. ouais, ouais, Et ouais, ben justement, il vient d'être acheté. ouais, ouais, Ils vont l'implémenter dans ouais, tous les cell phones maintenant. ouais, ouais. Tu peux allumer avec ton thumb. Donc c'est assez marrant parce que iPhone vient de sortir son iPhone Sébastien 5. Tavo, voilà, c'est lui Voilà. qui a inventé ça. Et donc, ça fait partie des technologies. Donc, la sécurité devient de plus en plus importante. Ouais. Donc, Tu alors, connais Sébastien Tavo? je connais pas. Je connais pas Sébastien. Il a Mais, travaillé à PayPal et ah, après il a d'accord. fondé une compagnie de sécurité qui s'appelle Validity. D'accord. Et il est passé il y a 10 mois. Il m'a envoyé un email cette Ah, semaine. Il m'a oui. dit refais passer Ouais. l'interview parce que Ouais. ça y est, c'est Ah, public. ouais, super, dis donc. Ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est bien. Bon, bah, comme quoi, il y a Il y a des des choses choses qui se font, ouais, il y a ouais. des choses à Et faire. toi, c'était dans quel domaine ta sécurité? C'était pas avec le thumb? Non, moi c'était la sécurité des réseaux sans fil. Et donc c'était un énorme pari à l'époque parce que déjà il n'y avait pas de problème de sécurité et les réseaux sans fil, donc les mobiles et les téléphones Ouais. cellulaires, ça commençait à peine. Et je me rappelle de la réflexion d'un de mes profs qui me disait mais it's a dead end street, vous perdez votre temps, vous allez aller nulle part. Il n'y a pas de problème de sécurité, les réseaux sans fil ça va aller nulle part. Et moi, je voyais quand même dans ma boule de cristal, je voyais que Il y aura un problème. ouais, c'était au contraire quelque chose qui allait devenir hot. Et donc voilà, donc contre vents et marées, je me suis mis là-dedans. Alors pour la petite histoire, malheureusement, j'ai pas pu finir mon PhD parce que donc j'avais Tu avais l'idée, mais tu n'as pas fini. scholarship. Ok. J'avais un scholarship qui s'est arrêté Mhm. et donc il a fallu que je commence à travailler pour pouvoir payer mes études. Ouais. Et ben, one thing led to another, comme on dit si bien. Et Tu es venu ici dans la Silicon? ouais, ouais. Tu as passé Donc, combien de temps? alors en fait, j'ai passé une quinzaine d'années à cette époque-là entre Miami, New York et San Francisco. Et j'ai eu un espèce de point d'inflexion parce que je me suis dit, voilà, soit je reste ici encore quelques années, je deviens américain. Et tu deviens informaticien. Et je deviens informaticien américain et je suis formaté par la machine et je rentre dans la matrice. Mhm. Soit je rentre. Et je pensais que c'était le bon moment pour rentrer en Europe. Donc je suis rentré en Europe, je suis Tu es allé en rentré en France. Europe, ok. Euh, Qu'est-ce donc qu'il y avait c'était comme opportunité pour toi là-bas? en 2002. Alors c'était plus un projet personnel qu'un projet professionnel. Je suis rentré D'accord. en 2002. Ouais. J'avais fait un certain nombre de startups qui avaient très très bien marché. C'est vrai? Et donc j'ai pu avoir le luxe de repartir en Europe tranquillement sans avoir la pression pour trouver du boulot. Donc c'était en 2002. Donc tu étais self-employed. J'étais self-employed pendant un moment. Ensuite, j'ai rejoint des groupes, j'ai fait des choses toujours dans la sécurité. Ah bon. Et je suis resté 10 ans en Europe, à Paris notamment, quelques Avec années. ta propre boîte. Oui, alors je travaillais pour un grand groupe et j'étais directeur du groupe sécurité. Et ensuite, j'ai créé ma propre boîte pour aider les boîtes américaines à venir développer leur business, notamment le business de IT security. En Oui, Europe. en Europe, ok. Ouais. Et ça a marché? Ça a marché dans ce sens où j'ai beaucoup appris. C'était quelque chose qui... Tu avais des contacts avec plein de compagnies de sécurité? Voilà, parce que d'une part, j'avais les contacts, je savais je savais les boîtes qui allaient bien marcher aux États-Unis. Mhm. J'avais des contacts en Europe au travers du travail et des relations que j'avais pu nouer. Donc j'ai pu mettre en contact et faciliter un certain nombre de choses qui ont été très intéressantes. Après, le mouvement s'est un petit peu inversé, on va dire, Mhm. dans ce sens où les choses ont commencé à ralentir en Europe. Et donc l'Europe n'était plus perçue pour les Américains comme une zone de développement qui était intéressante pour elles, mais une espèce de plaque qui était très difficile à gérer. Donc du coup, cette stratégie des boîtes américaines de venir en Europe, elle a un petit peu changé et les boîtes se sont reconcentrées ici aux États-Unis.
Et effectivement, ce qu'on a pressenti, c'était un petit peu le début de la crise qui secoue l'Europe en ce moment. Voilà, donc moi je rigole en disant que moi, je suis la marée, c'est-à-dire il y a 10 ans, la marée est partie des États-Unis pour m'amener vers l'Europe, et ensuite la marée m'a Te ramène. ramené de l'Europe. Quelle On est peut, l'opportunité qui t'amène ici maintenant? alors c'est exactement ça. Alors, soit on va contre la marée et on se fatigue beaucoup, Contre-courant. contre-courant, C'est très fatigant. c'est très fatigant, Et on n'avance on pas. n'avance pas beaucoup. Ouais. Soit on essaye de faire un peu la planche, non je rigole, et Oui, on se laisse... et te laisse mener. Et tu t'es laissé mener vers la Silicon? Alors en fait, ce que j'ai vu en Europe, et notamment en Europe du Sud, c'est un très très fort niveau d'innovation technologique avec... Europe du Sud, ça veut dire... Il y a l'Amérique du Sud, mais l'Europe du Sud, j'ai Alors jamais l'Europe entendu du Sud, parler. c'est un petit peu la plaque Espagne, Italie, Portugal et un peu la France également. Ça Voilà. s'appelle l'Europe du Sud. Alors moi, vu de la lorgnette des États-Unis, les gens appellent ça South Europe. Mm. South, Bon, ben, Europe, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. l'Europe du Ok. Sud, ouais. L'Europe du Sud. Ça, Ah, c'est oui, non, sympa. mais si tu veux, on met le curseur où on veut, hein, l'Est, Ouest. Ouais, ok. Et donc l'Europe du Sud notamment, donc la France, Ouais. si on va dire un peu peut-être plus l'Europe latine, on va dire, D'accord. Oui, il parle espagnol, qui italien. vient du latin, donc le français. La Grèce etc. aussi, non? Non. Pas Non, trop la Grèce, ils sont pas dans le EU, c'est ça? Non, mais enfin, c'est pas, enfin, en tout cas, même si ça peut faire partie, enfin, ça fait partie de l'Europe du Sud. Pour moi, le focus était vraiment France, Espagne, Italie, Portugal. Oh, d'accord. Voilà. Et j'ai vu un très fort niveau d'innovation avec des solutions technologiques qui étaient très très bonnes et qui malheureusement n'arrivaient pas à trouver en interne des relais de croissance. Donc très difficile d'avoir une croissance organique dans les pays puisque les clients en Espagne n'achètent plus, les clients en France c'est très difficile, en Italie et au Portugal aussi. C'est les capitaux c'est un qui petit manquent, peu c'est ça? les capitaux, alors c'est un certain nombre de conjonctures du marché. Les capitaux qui manquent, la culture qui n'est pas vraiment orientée prise de risque, une culture qui n'est pas vraiment orientée autour de ce qui s'appelle bleeding edge. Ah ouais. Donc, Vous êtes allé dans la Silicon Valley de Nice, enfin du sud de la France? oui, il y a plusieurs zones dans lesquelles, alors, mais ce sont des zones qui sont un petit peu maintenues en survie artificielle au travers de grands groupes qui ont des labos de R&D là-bas. Ah, d'accord. Donc effectivement, il y a Ils une développent des certaine, idées. ils développent des idées, mais c'est pas, c'est peut-être beaucoup moins que la Silicon Valley d'ici, Où il y a beaucoup plus de capital. où il y a plus de capital et énormément de startups qui sont en train de se lancer. Ouais. Donc dans ces régions, donc aux alentours de Nice, Sophia Antipolis, etc., il y a une zone dans laquelle il y a énormément d'innovation, mais c'est plutôt drivé par les grands groupes. D'accord. Donc j'ai perçu ce besoin d'aider ces boîtes locales, Espagne, France, Europe du Sud, à venir ici, dans la Silicon Valley, pour Se développer. se développer. Donc devenir des boîtes qui ont une stature mondiale, qui ont accès à des marchés, à des écosystèmes qui sont très très uniques ici dans la Silicon Valley. Et de venir ici. Voilà, et qui n'existent nulle part ailleurs. Et plutôt que de venir ici, alors d'une part celles qui veulent venir ici peuvent venir ici, mais surtout leur donner des relais de croissance. C'est-à-dire le but c'est pas de favoriser la fuite des cerveaux, le but c'est d'aider ces boîtes dans leur stratégie de croissance internationale. Okay. La plupart du temps, la stratégie de ces boîtes c'est quand même de garder la vaste majorité de leurs équipes sur place, donc en France, en Espagne, etc. Okay. Donc il ne s'agit pas de prendre tout le monde et d'envoyer les des bons ici, oui. mais il s'agit plutôt de leur fournir des clients peut-être, des clients, une vitrine technologique, accès à des partenaires, accès à des clients, qui existent déjà, accès voilà, à des canaux de distribution qui n'existent pas nécessairement en France. Et c'est ça ce que tu fais. Donc je suis revenu il y a un an et quelques avec ce projet qui s'appelle Acalac, avec un certain nombre de technologies dans ma sacoche. Ouais. Et donc voilà. Donc mais Acalac, ça veut dire quoi? Alors Acalac, c'est un mot que tu as trouvé dans le dictionnaire? Acalac, c'est un mot qui m'est venu un petit peu un matin où j'avais besoin de trouver un mot. Un mot, okay. J'avais besoin de trouver un nom puisqu'en fait j'allais dans un événement. Non, mais ça ne veut pas dire implantation. Il n'y a pas de connexion.
Alors, Akalak, alors en fait, pour la petite histoire, donc c'est un mot qui m'est venu comme ça, et Ah, qu'ensuite je suis allé chercher sur Internet ce que ça voulait dire. En fait, Akalak, c'est deux choses qui sont intéressantes. D'abord, en langage de Philippines, ça veut dire I believe, ah bon, voilà. Mais ça, j'ai appris après c'est ça. assez positif ça. C'est très positif. Et Akalak, c'est le nom d'une région dans le Sud-Soudan, entre le Nil bleu et le Nil blanc, dans une région qui s'appelle le berceau du monde. C'est vrai. Mais ça, j'ai appris ça après coup. Après. Ouais, ouais. Ah, c'est génial. Ouais, ouais. C'est Donc, je suis génial. allé chercher sur internet pour voir si Mais les c'était gens ne pas vont un. pas penser à chercher comme toi. Si, Bah écoute, s'ils veulent, ils cherchent. s'ils veulent, ils cherchent. Voilà. D'accord. C'est dispo sur Non, mais Google. c'est bien que tu as C'est marrant, trouvé. hein, c'est marrant. Ouais, 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 ouais. C'est Vision du monde, berceau du monde, c'est ouais, bien. ouais. Ok, I believe et berceau du monde. Et le berceau du monde. C'est bien, non? Et oui, c'est super, Ouais, c'est ouais, super. Et tu ouais. penses que la Silicon Valley, ça va être le berceau du monde? Euh, je pense que la Silicon Valley a été le berceau du monde technologique. Alors, est-ce que D'accord. ça va le rester? C'est pas sûr. Mais Ouais. c'est vrai quand même que c'est ici que sont nées euh, les grandes Des grosses révolutions, boîtes. ouais, les grandes révolutions de la techno dernièrement. Donc, c'est le social, l'internet, avant ça, les microprocesseurs, le PC, tout ça sont des technologies qui sont essentiellement nées ici, ou pas loin, mais en tout cas, Mm. typiquement dans la Silicon Valley. Alors, il y a des exceptions un petit peu à droite à gauche, mais pour la plupart, c'est né ici. C'est le berceau Et justement, de- j'ai lu un article ce matin, quelqu'un qui disait, qui faisait un warning, parce qu'il y a Twitter qui va aller public, et qui Ouais, disait, tous les venture capitalistes, ils investissent dans le social, mais il a dit, mais c'est pas tout le monde qui va être Twitter et Facebook, hein, parce ouais, qu'il y en a des centaines qui se ouais, sont développés, ouais, ils ont ajouté quelque chose, ouais, ouais, mais il n'y a que quelques-unes qui ouais, ont vraiment du succès. ouais, Et ouais. donc, ils décourageaient les venture capitalistes d'investir dans Ouais. tous les social media. Oui, ben, en fait, les venture capitalistes, ils ont plusieurs casquettes. Et une de ces casquettes, c'est d'être parieur. Donc, ils parient Sur un site de sur social une media. site, sur une technologie, dans un domaine. Et ils sont capables d'acheter des tickets de loto pour 1 million, 10 millions, en espérant que ce Que ticket de un des loto 10 va voilà, gagner. va gagner, va Tu as devenir un. investi dans Facebook, toi? Moi, j'ai pas investi dans Facebook, j'ai investi dans les boîtes que je Que ramène tu ici. ramènes ici. Ouais, Ah, ouais, d'accord. ouais. Et donc ces boîtes, ces VC parient 1 million, 10 millions en espérant avoir un ticket Ouais. de loto qui Pareil, ils investissent vaudra sur 1 10 et milliard, un sur 10. Ouais. Hein. Tu Donc fais ça, c'est une toi? stratégie. Alors moi j'ai un petit peu, enfin ce que j'ai de commun avec les VC, c'est que je ne peux pas prendre toutes les technos, je ne peux pas prendre toutes les boîtes qui existent en Europe. Comment tu fais? Donc j'ai un processus qui est similaire au processus qu'utilisent les VC. Ouais. C'est un processus qui s'appelle due diligence. Donc qui est une espèce d'analyse de ces boîtes, Ah, d'accord. analyse de la techno, analyse de l'équipe, analyse de l'envie qu'ils ont de venir Tu ici. fais pas les darts, alors. Je fais pas les darts, je lis pas dans le mar de café, Ouais. mais bon, Non, tu essayes de percevoir un peu où ça va mener. voilà. Donc déjà, il y a tout un aspect très logique, d'étude du marché, d'étude des chiffres, etc. Et puis, bah, à un moment donné, il y a le feeling. Il y a le feeling et L'intuition. l'intuition et aussi quelque part l'envie d'aider Quelqu'un qui a des l'air jeunes, qui a quelqu'un l'air bien. qui a l'air bien, qui a besoin d'aide et puis on y va. Ah, d'accord. Ouais. Et tu les conseilles sur plusieurs niveaux, alors? Alors je les conseille sur plusieurs niveaux. Déjà tout ce qui est stratégie de ce qui s'appelle go-to-market. Ah bon? En fait, la plupart du temps, ces boîtes, elles ont souvent des très très bonnes technologies qui cherchent un problème. Ah, C'est-à-dire que c'est souvent le cas pour des boîtes qui sont créées par des ingénieurs. Au lieu de prendre un problème et d'essayer de le résoudre, ouais. ils arrivent à trouver quelque chose qui est cool et ensuite il faut trouver un marché pour cette solution. Donc c'est un petit peu C'est prendre inversement? c'est prendre exactement la charrue avant les bœufs. Mais ceci dit, donc ces technos ont souvent un énorme potentiel et il faut vraiment s'appliquer à aller attaquer le bon marché avec le bon message de manière à ce que on ait du succès, une traction de ces solutions dans le marché local. Donc en fait, il faut déjà leur donner ce qui s'appelle le Silicon Valley flavor. D'accord. Donc c'est des boîtes qui sont des technos qui sont très les gens ici ils aiment bien rêver, ils aiment vouloir changer le monde, ils aiment
Ils aiment des grandes choses, ils aiment les Facebook, ils cherchent le prochain Twitter, etc. Donc si on va les voir en leur disant j'ai une techno qui, c'est pas génial. Il faut venir voir les gens ici dans la Silicon Valley avec ces mêmes grands rêves, ces mêmes solutions qui peuvent changer le monde. Et puis il n'y a pas que du marketing derrière, il faut effectivement que ces solutions aient un énorme potentiel. Sinon, ça n'intéresse pas les gens ici s'il n'y a pas un énorme potentiel. Donc déjà, faire le lien. Donc vous vendez l'idée, tu vends l'idée. Alors, de toute manière, quel que soit ce qu'on fait dans le métier de la technologie, on est toujours en vente. On vend une idée. C'est-à-dire vous la développez et puis vous la vendez. On vend l'idée, on la développe, mais pour pouvoir intéresser des gens, pour pouvoir recruter, il faut leur que ce vendre. soit sexy, voilà. Pour pouvoir attirer des clients, il faut leur vendre. Pour pouvoir attirer des médias et créer du buzz, il faut vendre. En fait, on est toujours en vente. On est toujours, quand on travaille dans la technologie, on est toujours en train de vendre. Et d'autant plus que la technologie très innovante, il faut vendre un futur à ces gens. C'est-à-dire que paraît que pour vendre quelque chose, il faut mettre une jolie fille en bikini sur la première page. Sex sells, il paraît, je sais pas, mais il paraît. Les études montrent qu'effectivement ça aide. C'est surtout un monde d'hommes, hein, la technologie. Oui, d'accord, oui. Alors comment tu les approches? Tu leur dis voilà, ça va faire quelque chose pour vous? Donc en fait, il faut effectivement chercher les marchés qui vont être intéressés. Et ça peut être du hardware, du software? Ça peut être du hardware, du software, ça peut être l'industrie des finances, ça peut être le healthcare, ça peut être les pétroliers, ça peut être... Tout ça, ce sont des non, mais industries. tu dis que tu as la solution avant d'avoir le problème, c'est difficile ça de vendre. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Mais c'est pas plus difficile qu'un Facebook qui vous vend un réseau social alors que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un réseau social. D'accord. Et c'est pas plus difficile que de vendre du Twitter avant que les gens se disent mais 140 caractères, mais jamais ce que j'ai à dire va rentrer dans 140 caractères, etc. C'est un peu ce jeu, de... La logique ne marche pas en fait. La logique ne marche pas toujours. D'ailleurs, on s'est aperçu que les meilleures ventes sont émotionnelles plutôt que logiques. Ok, donc ton produit, tu ajoutes quelque chose dedans pour faire une bonne sauce. Tu rajoutes quelque chose dedans, et puis surtout, il faut bien le vendre. Quand tu vas dans les menus aujourd'hui, on va pas te dire, tu lis le menu, c'est des poèmes, ce sont des descriptions, les plats sont décrits comme si c'était des poèmes. Des très beaux plats. Avec sa sauce et sa pomme de terre. Alors en fait, tu as un steak avec une patate, et donc c'est embellir la chose. C'est embellir, il faut faire rêver, des belles couleurs. Des belles couleurs. Voilà, c'est ça ce que tu fais un peu? Peut-être, je suis un peintre. Et notamment dans le domaine de la sécurité, qui est un domaine encore moins sexy Qu'est-ce que tu vends? Que c'est. Au moins dans les réseaux sociaux, il y a des choses qui sont très parlantes pour les gens. Ouais. Mais dans la sécurité, et par exemple pour les assurances, les gens qui vendent des assurances aussi, si tout va bien, on n'en a pas besoin, si tout va bien, on n'en parle pas. Mais il faut faire peur aux gens pour qu'ils achètent. Faut pas nécessairement leur faire peur. Déjà, on va leur dire, ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais déjà, tout ce qui se passe en ce moment se suffit à lui-même. C'est-à-dire toutes les histoires d'horreur et tous les cauchemars dont on entend parler avec l'espionnage massif, les hackers. Encore il y a quelques jours, Vodafone vient de se faire voler 2 millions d'identités. Comment ils font ça, les gens? Alors, ça dépasse peut-être le cadre de l'interview. Non, mais ça me tue quand j'entends des histoires pareilles. Je dis, le type qui a volé, il est plus intelligent que l'ingénieur qui a inventé le truc. En fait, je crois qu'il s'agit de l'asymétrie qui existe entre la difficulté de protéger et la facilité d'attaquer. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose quand on essaie de se prémunir contre le terrorisme ou contre des choses... c'est très facile de trouver une brèche et c'est très difficile de tout protéger. Donc il y a une asymétrie. Tu trouves la combinaison d'un cadenas. Ouais, c'est très difficile. Donc en fait, aujourd'hui, la plupart des boîtes peuvent pas. C'est juste pas pratique d'avoir 100% de sécurité. Donc en fait, il y a des processus de gestion des risques en disant bon, voilà les risques qu'on a. C'est les risques les plus gros, on va s'attacher à les résoudre. Et ça, c'est des risques, ce serait trop cher d'essayer de se prémunir, de se protéger. Et peu probable qu'il se passe quelque chose, on laisse tomber. Et ce sont des décisions. Alors effectivement, si les gens attaquent par ce biais qu'on a laissé tomber exprès,
après on vous dit oui, non, mais quand même, vous auriez pu. Oui, mais bon, les boîtes, elles Tu ont des sais rentrer, budgets. toi, dans les emails des autres? Non. Si? Non. Non. Alors les gens, ils essayent plusieurs mots de passe et ils tombent sur le bon, c'est ça? Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, les enjeux sont tels Mm, que on assiste à une professionnalisation du monde de la sécurité d'accord. avec des hackers professionnels qui sont payés par Des compagnies qui veulent avoir accès au pas database. nécessairement des compagnies, mais des groupes d'influence, des Ils groupes disent de... allez attaquer cette Ouais, database. ouais, par exemple. Ah, Par exemple. Ouais, ouais. ça peut être terroriste aussi, des terroristes. Ça peut être, ouais, all of the above, comme on dit ici. Ça existe les terroristes, on ne sait pas, ils sont cachés derrière leur ordinateur des fois. Peut-être. Alors, il y a quelques années un phénomène qui s'appelait hacktivism. Et Mm. donc, hacktivism, c'est la contraction de hacker et d'activisme. Donc, c'est une Ah, espèce de... c'est des gens qui utilisaient le cyberespace pour s'exprimer, ah, faire des actions, des actions de la même manière qu'on peut faire une manif et puis aller devant chez McDonald's en disant non, il faut pas tuer les poulets pour faire du ouais, McChicken, ouais, machin. ouais. Ben, la même chose peut se passer sur Internet. Donc Mm. avec ce qu'ils appellent du web defacement, donc ça veut dire Qu'est-ce qu'ils font? remplacer, par exemple si tu allais chez mcdonald's.com, remplacer la page de garde de McDonald's avec des Avec messages, un chicken mort. un D'accord. chicken mort ou toutes sortes. Et donc c'est ce phénomène de hacktivism qui est un phénomène politique, d'expression politique et qui utilise Des fois pour une bonne cause. parfois pour une cause qui leur est chère. Ah, qui leur est cher. Ok. Oui, alors, parce que si on dit une bonne cause, après On ne sait pas. on sait pas. On sait On pas. rentre Parce dans un qu'on jugement de rentre. valeur, Ouais, chacun sa valeur. chacun ses valeurs. Donc c'est des causes qui leur sont chères. D'accord. Et toi, quelle est ta cause qui t'a poussé à protéger, c'est-à-dire à faire de la sécurité? Quelle est ta cause? Ouais. Ah, Euh, ça doit être quelque chose, non? oui, 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 certainement. Moi, ma cause, c'est la cause de l'homme et de la place de l'homme dans cette société Oui. et la nécessité pour la technologie d'aider l'homme et la Mhm. part de la sécurité pour pouvoir faire confiance à la technologie et pour pouvoir Puis se faire confiance continuer à entre nous. grandir. Voilà, voilà. Et je pense que s'il n'y a pas de sécurité, la notion de confiance n'existe pas dans le monde numérique, dans le cyberespace. Et donc on ne peut pas vraiment utiliser les technologies En comme elles peuvent être utilisées. peacefully. Ouais, Donc ouais, sans se faire trop de soucis. exactement. Et je pense que la technologie, alors après c'est des considérations peut-être un peu plus philosophiques, mais je pense que la technologie a un rôle clé dans la libération de l'homme, dans Oui. la démocratisation, dans l'accès de la connaissance universelle à un petit peu tout le monde. Et ce sont des causes qui sont nobles et justes, Mm. et la sécurité est un enabler de ça. Et si on n'a pas la sécurité, On a peur d'aller sur on a peur l'ordinateur. d'aller sur l'ordinateur, ou même des choses tout simplement telles que est-ce qu'on peut avoir confiance dans l'information qu'on lit. Ah ouais. Si quelqu'un va sur Wikipédia, quelqu'un de mal intentionné, et change Ah, l'info. l'info qu'il y a dans C'est Wikipédia, horrible. et qu'on donne accès, parce que tout le monde parle de Wikipédia tout le temps, Oui. mais si quelqu'un arrive de mal À changer intentionné quelque à chose, changer quelque chose, c'est une mauvaise information. c'est une mauvaise information. Et c'est quelque chose qui serait très 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 dommageable. Ah Très oui, dommageable. oui, bien sûr. Donc la sécurité, c'est vraiment... aujourd'hui, on se rend compte que c'est holistique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup d'aspects qui sont impactés par la sécurité. Et c'est quelque chose dans lequel il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts de manière à ce qu'on puisse tous être des cyber-citoyens sécures. Ah, d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent que, c'est un autre sujet, hein, Oui, que grâce à l'ordinateur, les gens vivent plus longtemps parce qu'ils ont une activité, alors que s'il n'y avait pas l'ordinateur, ils mourraient. oui, C'est-à-dire ils n'auraient plus d'activité, par exemple, après la retraite ou oui. quelque chose. Mais grâce à l'ordinateur, ça leur Ouais. donne une seconde vie. Tu penses que tu es d'accord? Alors, je pense que l'ordinateur, alors, est-ce que c'est corrélé? Mais effectivement, on voit l'allongement de la durée de vie en même temps que... Grâce à l'ordinateur? alors, je ne sais pas s'il y a relation de cause à effet, mais l'ordinateur joue dans plusieurs... déjà, il y a beaucoup de soins aujourd'hui qui sont automatisés, c'est-à-dire que
les machines qui font des scanners, les machines qui sont dans les hôpitaux, les médicaments, la recherche sur la médecine, elle est quand même énormément drivée par l'ordinateur. Ah bon? C'est-à-dire que ce sont d'énormes puissances. Aujourd'hui, par exemple, dans la Silicon Valley, on voit beaucoup de boîtes qui font du big data for e-health, c'est-à-dire des techniques d'analyse de données massives, de manière à dire, mais attends, si on prend tel médicament, il ne faut surtout pas prendre celui-là. Par contre, ce médicament et celui-là, ça fait un truc qui est très intéressant. Si le patient a telle condition, il ne faut surtout pas lui faire Et ci. c'est grâce à ça qu'ils ont pu déduire? Et je pense que donc, ces puissances de calcul phénoménales et ces technologies de l'information donnent accès à une connaissance, une visibilité de ce qui se passe qu'on n'avait pas avant. Donc déjà, d'une part. C'est pas toujours bon d'être derrière son ordinateur 24 heures sur 24 assis. Oui, il faut le vrai docteur qui voit vraiment. Ouais. Peut-être que le docteur, il a deviné avant l'ordinateur. Peut-être, certainement. Oui, tout à fait. Mais c'est bien ça, c'est que le docteur, à un moment donné... il a constaté que vraiment ces deux choses ne vont pas ensemble. Et puis, voilà, alors le docteur, il est aussi enfin, même si on pense que la médecine, c'est une science, c'est encore quelque chose où on devine, où il y a beaucoup de feeling. Et je pense que d'avoir des données à l'échelle de millions de personnes, anonymisées, parce que là aussi il y a des problèmes de privacy qui sont terribles, je pense que ces données peuvent être intéressantes pour mieux faire avancer le sujet. Pour mieux faire avancer le sujet. D'accord. Et après, moi, ma mère, je lui ai offert un iPad et elle fait du mail et elle est enchantée. Elle adore. On fait du Skype vidéo et elle est comme ça lui a donné une autre vie. C'est comme une ado. Elle est comme une ado avec son iPad. Elle a découvert quelque chose. Elle a découvert quelque chose et c'est fantastique pour elle. Donc, ça apporte le bonheur un peu. Ouais. D'accord. Donc toi, tu n'as pas vraiment... quand tu dis que tu as fait un PhD, tu n'as pas le côté scientifique, si? Alors oui, parce que en fait, la thèse, c'était Authentication in a Wireless Environment. Donc ce sont des côtés théoriques qui sont très très poussés. Et donc j'ai commencé à travailler, mais j'ai pas fini ma thèse. Ok, donc, mais c'était aussi sur des sujets scientifiques. C'était des sujets scientifiques, donc notamment avec beaucoup de mathématiques derrière, avec des analyses formelles de protocoles. Donc en fait, je suis un ancien geek, mathématicien. Et j'ai évolué. Donc tu comprends le monde des sciences, des docteurs, tout ça. Tu comprends? J'ai une maîtrise de maths et d'informatique. Oui. Donc, mais eux, ils étudient, qu'est-ce qu'ils font les docteurs? Surtout la biologie, non? Enfin, un peu. Alors, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup aux États-Unis, c'est cette notion de PhD. Donc, PhD, en fait, c'est Philosophical Doctor, donc un docteur en philosophie. Donc, on peut avoir un PhD en informatique, et le titre officiel, c'est docteur en philosophie. Philosophie informatique? En philosophie informatique. Alors, c'est une extension de langage. Les gens sont au niveau doctorat. Mais tu n'as jamais étudié la philosophie? La philosophie... Non, j'ai jamais formellement étudié la philosophie. D'accord. Donc, c'est surtout toi, tu as été poussé à faire ça. Oui. Je pense que si on a une certaine sensibilité, la philosophie, elle est tout autour de nous. Elle est surtout en nous. Il faut être un petit peu à l'écoute de... Oui, donc tu as fait ça, et puis là, ça te sert dans tout ce que tu fais de tes jours, enfin ça me sert dans tout ce que je fais, puisqu'aujourd'hui, mes clients sont essentiellement dans IT Security, donc c'est un domaine que je comprends bien, et puis au bout d'un certain moment, quand même, au bout d'une vingtaine d'années, on acquiert cette espèce de sixième sens, et donc de bon feeling, d'intuition, comme tu disais, qui fait que on est plus attiré par quelque chose que par une autre. Et bon, c'est pareil, on est toujours en train de deviner, de parier, voilà. Donc c'est vrai que ça m'aide. Et puis ça m'aide aussi dans mon comportement en tant que cyber-citoyen tous les jours, puisque tous les jours je suis sur email, sur internet, etc. Oui, tu veux pas que les gens viennent prendre les idées de tes clients. Par exemple, et puis même je m'assure que je suis pas une menace pour la société. Est-ce que tu as un système de sécurité sur ton ordinateur qui n'est pas sur l'ordinateur quand tu l'achètes tout neuf? J'ai envie de répondre oui. Ah, il faut répondre oui, comme ça personne ne va s'attaquer à ton email. Alors, j'ai envie de répondre oui, mais cette solution, elle est surtout le bon sens.
C'est D'accord? vrai? C'est pas une solution nécessairement. On met Pourquoi? un Tu as plusieurs comptes logiciel. email, c'est ça? Non, non, enfin, par exemple, oui, j'ai plusieurs comptes email. D'ailleurs, D'accord, je vais raconter une petite anecdote à ce sujet. Mais d'accord. c'est surtout le bon sens de De ne jamais rien dire de privé sur le email? qu'est-ce qu'on. Oui, enfin, où est-ce qu'on met le curseur dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on raconte de sa vie? Il faut une Euh, certaine si, protection. Ah si ouais. on reçoit des mails de gens qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam disant oui, vas-y, clique sur Ne ce clique pas, ne fichier, clique pas. eh ben, pas cliquer. Euh, Quand on va sur des sites qui paraissent très louches, ben, ne pas s'attarder. Ah Enfin, il y a bon, toutes sortes ah bon, d'accord. de comportements qu'on peut faire. Alors pour la petite histoire, j'ai effectivement plusieurs comptes mail Ah bon? et il y a une expérience qui m'a beaucoup fait rire parce que pendant 3 mois, Ouais. à chaque fois que quelqu'un me demandait une adresse mail, je lui donnais une adresse mail différente. Donc Comment ça? Comment ça? j'avais créé à peu près une cinquantaine d'adresses mail Pas vrai. et à chacune de donc ensuite quand je recevais du spam sur chacune de ces adresses mail, je Tu savais les... exactement comment ce spam, enfin mais qui avait donné, partagé mon adresse mail Avec quelqu'un avec d'autre. quelqu'un d'autre, avec des C'est robots, une idée avec du excellente. spam. C'est une Et donc idée excellente. quand je savais exactement d'où venaient les choses, puisqu'en fait je l'avais donné qu'une seule fois à une seule Ah. personne. Et alors tu éliminais. Et donc comme ça j'éliminais. Alors par exemple on s'inscrit à des événements où on nous demande Oui, l'email, oui, ou oui. on s'inscrit à une newsletter où on nous demande l'email, etc. Et donc à chaque fois j'utilisais une adresse mail différente. Et donc ben, je savais. Et donc ça c'est une de tes inventions? Non, c'est pas une invention, c'est Tu as un juste. software qui fait ça, qui Non, génère une non, nouvelle non, adresse email? à l'époque, c'était plus j'ai envie de dire, une expérience sociologique, une expérience de s'amuser plutôt qu'autre chose. Aujourd'hui, j'ai des adresses que j'utilise. J'ai plusieurs adresses, je me suis standardisé sur 4 adresses. Et suivant là où je m'inscris, j'utilise l'une ou l'autre de ces adresses. Mais tu as rencontré au DVF le type qui fait Ring Me Maybe. Oui, bah, par Alors exemple, lui, ouais. chaque fois, il génère un nouveau numéro de Oui, téléphone. exactement. Ouais, ouais, ouais. Bah, Donc c'est la même idée? c'est essentiellement la même idée, à part que lui, voilà, lui c'est pour le L'application. téléphone. Moi, je faisais Tu ça pour utilises l'email. mon téléphone qu'une semaine, après tu peux plus me joindre. Non, mais ça peut être assez intéressant pour, par exemple, c'est vrai que quand on reçoit des appels, suivant le numéro qui est appelé, on sait Si on veut répondre ou si pas. on veut répondre ou pas, on sait d'où vient ce Donc téléphone, tu donnes etc. un numéro pour une semaine à quelqu'un que tu veux avoir des nouvelles que pendant une semaine. Peut-être, par exemple. Quelque chose Oui, comme tout ça? à fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et puis tu donnes ton email, ton numéro de téléphone privé qu'à ta femme et à tes enfants. Par exemple. Par exemple. Quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Je pense que là aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que à chaque fois qu'on donne une nouvelle technologie dans les mains des gens, Mm. on a une idée de comment les gens vont l'utiliser, Ok. mais en fait, à un moment donné, ça nous dépasse. Et les gens utilisent ces choses, ces technologies, ces D'une solutions, manière ou d'une autre. d'une manière qu'on n'avait pas du tout anticipée, C'est vrai? et de manière parfois géniale. Et donc, lui, avec son idée, ben, peut-être qu'il y a des gens qui vont utiliser ça de manière géniale, par exemple ce que tu as dit, ou d'autres choses qui restent à inventer. Ah, d'accord, oui. Par exemple, si tu es vendeur, tu donnes ça à ton client 2 semaines et puis c'est tout. Et puis quelque chose comme ça. Par exemple, tu lui promets une année de support, appelle-moi pendant une année, tout ça, et au bout d'une semaine, Le téléphone, marche il plus. manque. Ah ouais. Il Non, faut mais ça, pas c'est le une dire. mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que Non, les non, c'est une blague, investisseurs, c'est ils une disent blague. investissez là-dessus et puis tu disparais de la circulation. C'était une boutade, évidemment. Ouais, d'accord. D'accord, donc ouais, il y a un tas d'applications pour ça en fait. Ouais. C'est une idée qui pourrait germer dans les mauvaises têtes, c'est ça? Oui, dans les mauvaises têtes, mais enfin, tu sais, de manière générale, la technologie, c'est des outils, c'est comme un couteau. Ça peut écouter bien. On peut l'utiliser pour le bien, on peut l'utiliser pour le mal. Ouais. Et j'ai envie d'être optimiste et de Oui. croire en l'homme et de penser que, de manière générale, c'est utilisé pour le bien. Oui. Mais ceci dit, c'est pas parce que parfois ça peut être utilisé pour le mal qu'il faut que tout le monde s'en prive. Ah bien sûr, il faut continuer à inventer. Il faut continuer à inventer, il faut continuer à innover, et il faut être très positif et voilà. Et là, pareil, la sécurité a un grand rôle à jouer pour éviter les choses trop pernicieuses, trop négatives. Donc si je vais sur ton site Acalac, tu invites les gens à être représentés par toi, c'est ça ce que tu fais? Voilà, alors en fait, Acalac, alors
moi je travaille surtout par le bouche à oreille. D'ailleurs, c'est Mhm. marrant parce que il y a des gens qui me contactent parce qu'ils ont entendu parler de moi, etc. Ok, J'ai pas je spamme personne pour faire parler de moi. Mais la d'accord. page d'accueil aujourd'hui sur Acalac, elle est très simple. Elle dit voilà, si vous êtes une boîte de techno européenne et que Je peux vous représenter aux je peux vous États-Unis. représenter aux États-Unis, je peux vous faire profiter de tout l'écosystème qui se passe ici, des canaux de distribution, des grands clients, des partenaires potentiels, des partenaires technologiques, Parce que tu etc. connais tout le monde un peu, enfin un peu tout le monde. Le monde de la sécurité, c'est un monde qui est quand même relativement petit encore pour l'instant. Et tu Donc, les connais, et je connais parce que ça fait longtemps que que tu as c'est des contacts avec que eux. que c'est un petit peu mon monde. Donc quand tu dis tu veux les représenter ici, est-ce que c'est aussi pour vendre leurs produits? Alors, ça dépend, oui, tout à fait. Je pense que de toute manière, à terme, une boîte de technologie ne peut Vivre que si tu vivre vends. que si tu vends. À un moment donné, il faut vendre. Oui. Donc après, tout dépend du degré de maturité de la solution. Ouais. Il y a des solutions qui sont encore au stade de prototype et qui ont énormément de potentiel. Ouais. Alors là, la vente, c'est plutôt une vente de vendre ce concept et de trouver des clients qui veuillent bien accepter d'accompagner ce processus de finalisation du produit. Et D'accord. d'autres clients où les solutions sont matures et robustes. Comme ils ont fait à Autodesk, ils ont acheté Dominique Pliquant l'idée, ouais. Oui, et puis d'autres situations dans lesquelles les clients ont des solutions qui sont déjà robustes, industrialisées, et donc là, effectivement, Ils peuvent engager des on vendeurs. peut engager des équipes de sales pour aller vendre ça directement chez des clients finaux. D'accord. Donc toi tu leur donnes aussi des idées de solutions. Alors je leur donne des idées. Alors déjà, donc il y a cette partie d'accompagnement, s'assurer que cette solution est bien marketée ici, donc Mhm. ce fameux Silicon Valley flavor, pour Tu leur dis s'assurer que voilà, vous avez une chance. vous avez une chance. D'ailleurs, Venez, venez. je veux bien vous prendre. Je ne peux pas prendre tout le monde, donc il y a une qualification. Ah oui, Donc faut moins tu as que 24 heures dans la journée. que 24 heures. Donc après les due diligence, si tout va bien, moi je veux bien les prendre et les aider. Et donc ensuite on se lance dans ce processus qui est l'aboutissement de devenir une start-up globale et de vendre ici localement aux États-Unis, etc. Et alors il y a des anecdotes qui sont assez intéressantes parce que il y a des boîtes européennes qui sont venues à la Silicon Valley. Alors en Europe, elles n'avaient pas énormément de succès. Elles sont venues à la Silicon Valley et ici, elles ont bien marché. Et ensuite, en revenant en Europe, l'histoire a changé parce que c'était des boîtes de la Silicon Valley qui étaient nées en France. Ah. Et là, tout de suite, les portes s'ouvraient puisque c'est une boîte de la Silicon Valley et en plus, elle est d'origine française, espagnole. Ah oui, alors venez. Alors qu'en étant juste en France, juste en France, c'est pas assez sexy. Il n'y a pas assez de, il y a pas le tampon. Il n'y a pas le tampon. Il n'y a pas de la C'est pauvre. marrant comment ça marche. Ah oui, les gens ils ont une opinion très élevée de la Silicon Valley. Oui, tout à fait, à juste titre, je pense. Il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui se passent ici. Ah bon, d'accord. Écoute, c'est très intéressant. Je sais qu'on peut continuer à parler pendant des heures, mais je voudrais qu'on fasse un petit résumé en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris. D'accord. Parce que les gens qui regardent sont francophiles, donc ils apprennent le français, ils comprennent. Oui. Donc on va switcher à l'anglais. So, D'accord. do you speak English first? Yes, I do. I have to. Okay. So, we have with us today Korka Sadowski, who is with a company called Akalak. So, Korka is going to explain to us what this is. So, tell us who is Korka and what is Akalak. Okay. So, I'm not sure I can say word for word what I said in French. Yes. But, in a nutshell, my name is Gorka. I'm Basque, so I was born on the Spanish side of Basque country. I grew up in France. And I came here to do a PhD in network security at the University of Miami. In the US. Mm-hmm. And after which I stayed here and I lived in the US for about 15 years. Okay. After 15 years in the US, I went back to Europe. I went back to Paris and Barcelona for about 10 years. Yeah. And I got back here a year and a half and I founded Akalak. And the goal of Akalak is to help innovative startups from Southern Europe, France and Spain in particular, and help them with their access to the Silicon Valley ecosystem, which for IT security especially, that's my focus, is IT security. Yeah. And the Silicon Valley is a great environment, is a great ecosystem of partners, customers, ideas for security, technology partnerships, all kind of very, very interesting things. So my clients benefit from the Silicon Valley ecosystem thanks to my services.
Okay, so your clients are mostly European, as you said. Yes, they are mainly Spanish, yeah, Italians, French, and and Portuguese. Yeah. Okay. So, do you understand a little bit of each? when So you... I speak four languages. And, Oh, you do? yes, yes. And so indeed, you when you deal with Europe and especially Southern Europe, You have to. you have to. Oh, You okay. have to, because you have to speak to the French people in French, to the Spanish people in Spanish, and etc. Because if all you do is speak English to people French and English, in French and English, English. it just doesn't work. And not only do you have to speak the language, but you also have to speak the culture. Oh. And the way you do business in France is different from the UK Spanish. and the Spanish and etc. It's very, very, very different. What's the fastest way to learn a language, just aside the point? So For you? for me, I was always given a very good advice, to me particularly, You because spend time in the country? well, so when I first got here, I spoke very little English, almost Oh, no English, okay. and the best advice I got was get an English girlfriend. And Oh, is that what you did? I did. Yeah? Yeah. Okay. Well, I don't know if I can get a Spanish boyfriend and an Italian boyfriend and then on the side a Portuguese boyfriend, but it's not impossible. Sure. Okay. Okay, so that's the best way. Okay, sounds good. Sounds good. She taught you so good because you speak very good. Oh, thank you. Thank Yeah. you. Yeah. She probably didn't know too many IT expressions though. No, no. Well, one thing that I did a lot for a while, and a while is probably around 2 years. Yeah. Every day I would read the Wall Street Journal. Okay, so Every day I would spend 20 minutes, 30 minutes just reading the Wall Street immerse Journal. yourself. And that was very helpful as well. Very, Okay, very helpful. read yeah. the paper, watch TV, and have Exactly, a girlfriend. yeah, Okay, yeah. sounds good. Yeah, yeah. Well, but you know, I think that it, it was a pleasure. You know, Mhm. I got here. I wanted to integrate within the U.S. society, and for me, it was a pleasure to read Discover. and to discover and read. So it can be the Wall Street Journal. It can be any journal that you are interested in. Yeah. But you know, watching comedy shows. At first, I would not understand anything. Comedy shows are probably one of the toughest things to understand. Because it you don't requires- understand the humor. You don't understand the humor. It makes references to things that happened when you were not living here, Yeah. and it's very, very difficult. And after 2 to 3 years, I started laughing and that's when I realized that I was getting it. Oh, finally. And I so, know everybody was laughing when I came here, and I couldn't find Yeah. why it was funny. of course, because things are semantically different, and it Ah. takes extra language, And they have a different humor too. different humor, and so. Yeah, I agree with you. I could never laugh, and I would see everybody around me laughing, and I Yeah. say, Yeah, of course. it's terrible. But you know what's funny is when they take American comedy show and they dub it with the French. Yes. That's doesn't fit at all because No, it does. It typically doesn't. Typically doesn't. because Yeah. it's a totally different. Sure. Yeah. Maybe they change a little bit the Yeah. stories. And that's exactly the difficulty in my business, is that if you take a French company Yeah. and you translate what they're doing Word and bring for it word, here yeah. word for word, it's just not gonna work. You really have to give it the local flavor. Oh. And the same for Spanish, and the same doing business. At one point I was doing business between France and Spain, and it's, although they are similar cultures, Yeah. you cannot do a word-to-word translation. It just doesn't work. So Google Translate is great, but It doesn't work. it doesn't work. It At the doesn't end work. of the day, it doesn't work, because you really have to speak to people Hands on. hands-on, Yes. and using their culture, using their frame of references, using their history, using their story. And So did you spend time a little bit in Italy or no? yes, I actually worked. I was territory manager for an American company. I was in charge of Southern Europe. Oh, so I you did traveled a have a lot chance. in Italy, and I traveled a lot in In Portugal Spain? and In Spain. I Portugal? was living in Spain actually. So Oh, okay. I was, So I you're a was little there. bit impregnated with the Yeah. imprégné, yeah. Imprégné, Yes, of yeah, the yeah. culture of each. Of course, yeah, you have to, and you realize that although, for example, Iberia, which is Spain and Portugal, Mm-hmm. and people talk about Iberia, is actually very, very different. Portugal Yeah. and Spain is very different, Really? very different. What they eat, it's very different. Wow. Yeah. And the language is also very different. So which one did you like best? Probably all. I mean, I think
what I feel extremely grateful for is the ability to have done all of that and Okay. lived in Spain and lived in France and lived in Southern Europe and lived in the US, and really being able to learn and appreciate the difference and love the difference and embrace the difference is really what I appreciated most. And they knew you were French. And I actually introduced myself as being Basque. Oh, really? Yeah. We do have a Basque community here. I don't know if you heard about it. Yeah, there is a Basque community in South San Francisco, and Yeah. there's a lot of Basque people have. We travel a lot, so we are scattered all over the world. Okay. And we have. We have Yeah. different roots, but Spanish a little bit of this, a little bit of that. Yeah, we travel. We so. Intermarry, maybe. Well, so what's funny is that although Basque is a very small Place. Yeah. most of the people have heard of Basque. A lot of people have heard of Basque. So, Yeah. and the typical Because reaction they is, "Oh, move. you Basque? It's funny. My roommate was Basque. My this, and so it's actually Intermarriage. yeah, It happens. interesting. So let's go back to you. Al Akalak. Okay, remind us again what it is. So Akalak is a consulting firm Yeah. that takes Southern European startup companies that have a very strong innovation in IT security. Hmm. And And your site is in French and English, I assume. so my site is only in English. Oh, okay. So you want to only attract English customers? No. No, I think that if you so I speak Spanish and I speak French, and my clients, They understand English. they have to understand English. Okay. If you don't speak any English, it is likely that you're not gonna be able to make it. And Okay. I know it sounds really harsh, but you have to have a certain level. So it's part of my qualification process is to have a website that's in English. Okay, so an Italian company who has a great security idea, they contact you because they understood your website? Yeah, because they understood the website, because they heard of me, because they talked to some of my clients who said, hey, And this he doing, speaks Italian. and he speaks Italian, and he can And you talk can to communicate with them. and I can understand them and understand them and understand the culture and be on Skype with 9-hour time difference and be on Skype at midnight and be on Skype. Most businessmen in Europe understand English. Is that what you're saying? Yeah, I think so. Especially the younger kids today who have global view Ideas. of the world and global ideas. They speak. Yeah, Okay, they so speak that's the English. idea why Yeah, you they did don't they don't speak very well, but Mhm. they speak well enough that they would understand my it website. if they go to Elaka. Okay. And your clients are very young? So they are Startups? so different degrees of maturity. Yeah. Some established companies in Spain, for example, have a company that has sold for 2 years, actually 3 years, going 3 years, have a very good run rate. It's a known company, Yeah. and he's looking to expand his market. Okay. And He wants to go broad. and Okay. he wants to go broader, and that's a good That's a case reason. and another company is just an idea, and he's Mhm. got an idea protected with 3 patents. Mm. So the idea is fairly So he's a developed. young kid out of And college, he's a younger kid. He just finished his PhD. and he got the funding for his idea. So he got funding for his idea to go to the next stage, Yeah. and now we're looking for capital here, To finance expand. money to expand and make that a true enterprise. Oh, Yeah. okay. So different degrees of maturity. Oh, okay. So you take them both. Okay, that's great. So anyway, thank you very much for being here. I think people understand now what Akalak is. I think you are based in San Jose. I'm based in Palo Alto. Oh, Palo Alto, next to Facebook guy. What's I'm his the name? next Facebook guy. Zuckerberg. Yeah, he lives there. Yeah, soon I'll be the next. No, I'm kidding. No, but he's your neighbor. Well, he's not my neighbor because we don't live in the same neighborhood. But I believe he lives in Palo Alto. Yeah. Yeah. So, but there is a lot of high-tech company in Palo Alto, correct? Yeah. Yes. Yeah. So, We can say you- it's almost like ground zero for the Silicon Valley. This is where a lot of the things are. Is there since there are so many high-tech people in Palo Alto? I mean,
Do they have a club that is reserved just for them, for these particular CEOs? Do they preserve their privacy in that way, where So they can commingle only with successful people? yeah, yeah, they are. So they are meetups Yeah, that and they are meet there, organized, and they and meet, regularly. yeah, There are places in which people are known to go there, and especially there's a place in Mountain View where young CEOs go over there and openly discuss the problem. okay. And there's a lot of these secret societies, Ah, good old boys club, clubs, okay. that are very very private. Ah, They meet in gated communities, and and that I way nobody can and I penetrate. don't have access to that yet. Oh, because maybe graduates from Stanford and things like that, Graduated from Stanford, and they are CEO of multi-billion-dollar companies, and and they don't want to be they don't want approached. to be approached or bothered, or They hey, just I'm looking for money, I'm looking for that's this, can I get this? And they want to stay away from they that. want, yeah, yeah. So they meet, and in their own They terms. say a good way to meet them is at the golf. For Yeah. example, and a great place also is at the airport. A lot of Okay. them have private They planes. travel. Oh, They have private planes. They okay. love to fly, Okay. and So you meet them at the airport. You meet them at the airport. Okay. So now you know all the tricks, huh? So anyway, it was a pleasure to have you here. Yes, And pleasure was mine. oh, thank you. So I look forward then to see you grow because you Yeah. just arrived like 2 months, you said. Yes, yeah. Okay. So And I look forward to see you become a superstar success in Silicon Valley. I'll be back when I made it big time and I'm super successful. I'll be Exactly, back for another exactly. And I'll interview meet here you with again great at the pleasure. BF. That works. And then you'll be the guest of the BF. How about that? There you go. That'd be Yes. great. I'd love to. Yes. So this was Gorka Zadowski with Alakak. Thank you very much. You're welcome. Merci, Annie. Okay. 56. Perfect.